Questions orales. The honourable member. L'honorable député de Newmarket Aurora. Le Premier ministre libéral nous donne une dette de 1 000 milliards de dollars, ce qui se traduit par plus de taxes et d'impôts, plus de gaspillage, toujours la même politique. Après 11 ans, sous les libéraux, les Canadiens payent désormais plus d'intérêts sur la dette nationale que ce que le gouvernement perçoit en TPS et ne dépense pour les soins de santé. Les soins de santé, Monsieur le Président. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas, les libéraux, notre plan conservateur qui vise à supprimer toutes les taxes sur l'essence pour le reste de l'année? Est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu le contrôle de leurs dépenses ou parce qu'ils s'en moquent tout simplement? Le secrétaire d'État, l'honorable secrétaire d'État aux institutions financières. Malgré ce que fait le chef conservateur et ce que font les conservateurs qui induisent les Canadiens en erreur, regardons les faits. Écoutez, à l'ordre. Je voudrais rappeler aux députés que nous ne pouvons pas insinuer que quelqu'un induit la Chambre en erreur ou... Je ne sais pas si c'était le cas de notre collègue. Le député peut reprendre. Monsieur le Président, malgré le fait que le chef conservateur et son parti essayent de déformer la réalité, les faits, eux, sont clairs. Le ratio dette-PIB, le meilleur du G7, la posture budgétaire, la meilleure du G7, deuxième économie en termes de croissance au sein du G7. Écoutez, les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Les Canadiens savent que notre économie se développe. Nous allons bâtir l'honorable député de Newmarket Aurora. Écoutez, suivez l'argent et vous saurez ce qui importe vraiment à ce gouvernement libéral. Les libéraux ont gaspillé 750 millions de dollars dans cette tentative ratée de contrôle des armes à feu. 300 millions dans le scandale prescription TI. 80 milliards en paiement d'intérêts aux banquiers, aux détenteurs d'obligations et plus d'un demi-million rien que pour la restauration du Premier ministre lors de ses vols. Qu'est-ce qu'il mangeait donc? Des paillettes d'or sur ses cappuccinos? Pourquoi est-ce qu'il ne supprime pas la taxe sur l'essence pour le reste de l'année? Est-ce que c'est parce qu'il se soucie davantage de leurs projets futiles et des initiés libéraux que des Canadiens ordinaires? Monsieur le Président, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que nous demandons aux conservateurs de déposer une liste de programmes qu'ils aimeraient voir supprimer, des choses qui, selon eux, entraînent des dépenses inflationnistes. Alors, les possibilités, c'est la sécurité de la vieillesse, l'allocation canadienne pour enfants, le programme alimentaire dans les écoles, l'aide aux travailleurs, le fait de bâtir un pays, les grands projets, bâtir un pays fort. Quels programmes, sont des dépenses inflationnistes aux yeux des conservateurs? Le député de Elgin, Saint-Thomas, London Sud. Une fois de plus, le Premier ministre renfloue la poche des consultants des initiés de l'élite alors que les Canadiens font les frais de son budget carte de crédit coûteux. Les libéraux ont dépassé 300 millions de dollars sur prescription TI sans aucun résultat. Ils ont dit qu'ils allaient changer les choses, mais ils gaspillent encore plus. La personne à la tête du programme reçoit un bonus de 900 000 dollars par an. C'est pas étonnant qu'ils aient mis fin à une enquête du comité là-dessus. Quand le Premier ministre va-t-il mettre fin au gaspillage et au moins servir les intérêts des Canadiens moyens? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous avons un nouveau gagnant. Celui qui nous sert le plus de slogans creux en une seule question, c'est lui. Ce qu'ils pourraient, les conservateurs, ce qu'ils pourraient faire et ce que les Canadiens apprécieraient, ce qui ajouterait vraiment à la substance et au contenu du débat, c'est qu'ils nous disent qu'ils mettent fin à leur slogan creux et qu'ils déposent la liste des programmes qui constituent des dépenses inflationnistes qu'ils supprimeraient et dont ils priveraient les Canadiens. Le député de Elgin, Saint-Thomas, London Sud. Eh bien, on a aussi un nouveau gagnant en face, le plus de paroles creuses. Les conservateurs demandent à ce qu'on mette fin à toutes les taxes sur le carburant. Les Canadiens pourront économiser 20 sous le litre à la pompe. Les libéraux ont dépensé 200 millions pour un terrain, pour un lancement spatial. Mais ce qui va dans l'espace, c'est la dette nationale avec exorbitante. Quand vont-ils accorder la priorité aux Canadiens plutôt qu'aux initiés libéraux?
honorable... L'honorable ministre de la Défense nationale. Merci, Monsieur le Président. Parlons des faits. Monsieur le Président, écoutez, Monsieur le Président, désolé, un instant. We'll listen to the... Nous allons écouter le ministre de la Défense nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez, créer notre souveraineté dans l'espace et augmenter nos capacités, ça va attirer des investissements, des milliards, ça va créer de bons emplois rémunérateurs, ça va augmenter nos souverainetés et ça va réduire le fait que nous comptions tant sur les États-Unis. Nous allons ainsi créer des industries qui pourraient valoir 400 milliards de dollars. Nous investissons en face. C'est la même chose que faisait Harper. Ils veulent couper dans tout. Bellechasse, les Échemins, Lévis. Pendant que les Québécois coupent dans leur propre épicerie pour joindre les deux bouts, on apprend que le premier ministre a dépensé 524 000 beaux dollars en nourriture à bord de son avion, Monsieur le Président. Comment le premier ministre peut-il encore regarder les Canadiens dans les yeux et leur parler d'inflation, alors qu'il dépense en un seul vol l'équivalent de plusieurs années de salaire d'une famille moyenne, tout en alourdissant leur facture d'épicerie avec sa taxe sur l'essence, Monsieur le Président? Le leader du gouvernement à la Chambre. Parlant justement d'avions, le premier ministre, cet après-midi, est à Mirabel afin d'annoncer la plus grosse commande d'avions conçus, construits et livrés par le Canada de l'histoire de notre pays. C'est une excellente nouvelle pour le Québec. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs de Mirabel. C'est une excellent vote de confiance dans la force et la vigueur de l'économie canadienne, Monsieur le Président. L'honorable député de Bellechasse, les Échemins, Lévis. La réalité, Monsieur le Président, c'est que ce gouvernement libéral perçoit des taxes records sur l'essence et profite des revenus pétroliers. Mais cet argent semble disparaître dans les poches d'initiés libéraux plutôt que de soulager le portefeuille des Canadiens, Monsieur le Président. Quand est-ce que ce premier ministre va cesser de traiter le budget national comme une carte de crédit sans fin puis sans limite, Monsieur le Président? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il parle de soulager le portefeuille des Canadiens. La première chose qu'on a fait, c'est une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, Monsieur le Président. Et l'allocation canadienne pour l'épicerie qui entre en vigueur et dont les premiers versements vont sortir le 5 juin, ça peut représenter jusqu'à 1 800 $ pour 12 millions de Canadiens parmi les plus vulnérables au pays, Monsieur le Président. Mais on ne s'arrête pas là. Régime canadien de soins dentaires, allocation canadienne pour enfants, Monsieur le Président, baisse de 10 cents sur le prix de l'essence, Monsieur le Président. Et quand elle parle des voyages du premier ministre, c'est 20 accords commerciaux sur 4 continents, accords commerciaux et de sécurité. C'est des contrats au Canada. C'est un surplus commercial en mars, Monsieur le Président. Et c'est, comme mon collègue le disait, le plus gros contrat de l'histoire de Airbus au Canada. L'honorable député de Saint-Jean. Un mois aujourd'hui que Donald Trump a modifié de façon complètement indéfendable ses tarifs et Desjardins démontre que c'est les Québécois qui en paient le prix. Le Québec est 2 fois plus touché que les autres. Le quart de nos produits manufacturés sont maintenant atteints. Les employeurs de 170 000 Québécois sont ciblés depuis le 6 avril. C'est donc pour les Québécois d'abord que ça prend une subvention salariale afin de protéger les emplois et soulager les entreprises. Ça fait 1 mois qu'on le demande. Quand est-ce que le gouvernement va agir? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous venons d'annoncer une aide ponctuelle, une aide à la liquidité pour justement ces manufacturiers, ces PME qui sont affectés par les tarifs injustes et injustifiés de l'administration américaine. Mais Monsieur le Président, bonne nouvelle aujourd'hui, comme je viens d'indiquer, le premier ministre, à l'heure où on se parle, est à Mirabel aujourd'hui afin d'annoncer la plus grosse commande d'avions, d'aéronefs de l'histoire du Canada. Un avion conçu, bâti ici au Canada par des Canadiens. Et on est très, très fiers de cela. Et ça va aider à l'économie québécoise. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, il n'y a personne qui va cracher sur l'aide, mais elle est mal ciblée. Écoutez, la Fédération des chambres de commerce, je la cite mot pour mot. Pour les entreprises dont la survie est actuellement menacée, en revanche, c'est insuffisant. Monsieur le Président, des mesures d'aide qui abandonnent les plus menacés, c'est pas un succès, c'est un échec. Et les entreprises les plus menacées, Desjardins l'a prouvé, elles sont québécoises et ça de façon disproportionnée. C'est les Québécois qui sont à risque.
À quand une subvention salariale pour les protéger? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, une aide ponctuelle de 1,5 milliard de dollars, ce n'est pas rien. Ça s'ajoute aussi à l'aide ponctuelle que nous avons fournie auparavant à l'industrie forestière et d'autres industries au Québec comme ailleurs au Canada. Mais, Monsieur le Président, je ne peux pas passer sous silence le silence du Bloc québécois vis-à-vis cette commande d'avion. La première chose qu'ils auraient dû faire aujourd'hui, c'est se lever et féliciter ce gouvernement et Airbus d'avoir complété ces commandes. Et la deuxième chose qu'ils devraient faire, c'est appuyer Alto, qui va venir en aide aux industries et aux PME de l'ensemble du Québec pour justement... L'honorable député de Joliette-Manawan. Monsieur le Président, les PME menacées de fermeture par les tarifs n'ont pas besoin de plus de prêts. Elles ont besoin d'une subvention salariale puis de mesures d'aide directes sans endettement. On ne veut pas être oiseau de malheur, mais la crise est loin d'être terminée. Les entreprises survivent en ce moment grâce à des contrats signés avant les nouveaux tarifs. Avec les nouveaux tarifs, elles ne sont plus compétitives. Il n'y en aura plus de nouveaux contrats. La crise actuelle, c'est pas le pic, c'est le début. Puis le fédéral doit réagir maintenant. Est-ce qu'il va bonifier ces mesures d'aide pour protéger les petites entreprises, s'il vous plaît? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On sera toujours là pour soutenir les travailleurs et les entreprises impactés par les tarifs illégaux et illégitimes de l'administration américaine. On l'est depuis le tout début et on l'est encore plus récemment avec 1,5 milliard qui ont été annoncés par la ministre de l'Industrie, qui s'ajoute à 5 milliards qui avaient déjà été annoncés, Monsieur le Président, précisément pour venir en aide aux PME et à nos entreprises qui sont impactées par les tarifs. On aura toujours le dos des travailleurs. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Portage-Lisgar. Monsieur le Président, on dit aux Canadiens que le premier ministre est un génie de la finance, mais il s'avère qu'il s'agit simplement toujours de la même chose. C'est juste un autre Justin Trudeau avec un meilleur profil LinkedIn. Il a trouvé la carte de crédit du gouvernement, l'a traité comme un mini-bar d'un hôtel. Il a pris tout ce qu'il voulait. Il a laissé les Canadiens payer la note. Le premier ministre agit comme si son gouvernement pouvait dépenser sans conséquence. Mais il est clair que c'est les familles qui en payent le prix, sous forme d'impôts et de taxes plus élevés, une inflation plus forte, des taux d'intérêt plus élevés et des prix plus élevés à l'essence, à l'épicerie et pour leur logement. Quand le premier ministre va-t-il cesser de faire grimper la facture pour que les Canadiens puissent à nouveau se permettre de vivre? L'honorable ministre des Affaires du Nord. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont envoyer le nouveau gouvernement libéral ici pour travailler et faire des choses. On parle de garderies abordables, de rabais pour l'épicerie, de déclaration d'impôts automatique qui allège le fardeau pour les communautés, un programme alimentaire dans les écoles pour que les enfants n'aient pas le ventre creux à l'école. Les députés d'en face doivent arrêter de semer la désinformation. Il faut reconnaître ce que nous faisons effectivement. L'honorable député de Portage-Lisgar, j'aimerais que le ministre vienne dans ma circonscription et parle aux gens qui en ont assez que le gouvernement dépense beaucoup d'argent, trop d'argent. La réalité, c'est que le premier ministre, c'est juste le même, sauf que c'est un sosie ou la deuxième version, pire que la première. Et les Canadiens vont dépenser 58 milliards rien que pour payer les intérêts de la dette, plus que ce que rapporte la TPS, plus que ce que le gouvernement transfère aux provinces pour les soins de santé. Quand le premier ministre libéral va-t-il arrêter de trouver des excuses pour justifier la hausse des factures? Et quand est-ce qu'il va arrêter de faire grimper le coût de la vie pour les Canadiens? Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, il est important de parler de ce que nous faisons, ce dans quoi nous investissons. Les agriculteurs, notamment, et les éleveurs, nous avons investi plus d'1,5 milliard de dollars dans des initiatives qui vont aider les agriculteurs et les transformateurs. On a la super déduction pour la productivité, pour accroître la productivité et encourager l'innovation. 27 millions pour les programmes de formation de nos jeunes. Des programmes très importants qui vont aider les éleveurs, les agriculteurs, les transformateurs partout au pays. Nous allons continuer de les appuyer. Merci. La députée de Oshawa. Monsieur le Président, le Premier ministre est le Premier ministre des illusions qui ne fait que ressasser la même rengaine. Plus de coûts, plus de taxes sur le carbone parce que ce n'est qu'un libéral de plus. La semaine dernière à Oshawa, le prix de l'essence a atteint $1,89. Avant que ces illusionnistes libéraux
ne mettent encore la faute sur le dos des facteurs mondiaux. Soyons clairs, il y a 12 ans, sous le gouvernement conservateur, alors que les cours mondiaux du pétrole étaient identiques, l'essence à Oshawa coûtait plus de 45 sous de moins. C'est ça l'héritage des libéraux. Quand le premier ministre va-t-il arrêter de nous servir des illusions? Va-t-il adopter plutôt notre plan pour supprimer toutes les taxes sur l'essence pour toute l'année? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Écoutez, je dois dire que si nous servons des illusions, les conservateurs, eux, font l'autruche. C'est la désillusion en face. J'ai un groupe de thérapeutes auxquels je pourrais les aiguiller. Les conservateurs se lèvent et prétendent se soucier du coût de la vie, mais notre gouvernement prend des mesures tangibles et concrètes pour alléger les taxes et les impôts et alléger les pressions sur le coût de la vie, notamment la taxe d'accise sur l'essence, la taxe carbone, la taxe de l'impôt sur le revenu pour 22 millions. Nous avons allégé les taxes pour l'exploration minière et les minéraux critiques. On a allégé les impôts pour les entreprises qui investissent. La députée d'Oshawa. Monsieur le Président, le député de Whitby peut dire que je fais l'autruche, mais il est clair que lui non plus ne vit pas dans le vrai monde. Si les prix du pétrole étaient les mêmes il y a 12 ans et que les Canadiens payaient 45 sous de moins, ça n'explique pas les prix exorbitants de l'essence aujourd'hui. Les prix sont créés par un problème typiquement canadien, alimenté par la nouvelle taxe carbone des libéraux et un dollar faible causé par une économie en difficulté. Les libéraux vont-ils adopter notre plan empreint de bon sens? Vont-ils débloquer notre production de pétrole et de gaz, rendre le Canada faire du pays un pays abordable et plus fort? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, si nous avons un prix de l'essence élevé, c'est parce qu'il y a la guerre en Iran. Écoutez, ils ne semblent pas le comprendre, les conservateurs. Le député peut continuer. Les conservateurs semblent avoir omis les faits qui expliquent la hausse des cours du pétrole. C'est parce qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, en Iran et dans le détroit d'Ormuz qui est actuellement fermé, ce qui élimine 20% de notre capacité de production et de transport du pétrole. Le Canada, pour sa part, a réduit le prix du carburant en réduisant la taxe de 28 sous l'année dernière, au cours des dernières années. La députée de New-Tecumseh, Gwillimbury. J'ai des nouvelles, Monsieur le Président. On a appris qu'Honda avait abandonné son projet de construire une nouvelle usine de 15 milliards de dollars à Alliston pour des véhicules électriques au détriment de milliers d'emplois. C'est le résultat direct de politiques libérales qui ont forcé les constructeurs automobiles à fabriquer des voitures dont les Canadiens ne voulaient pas. Et maintenant, ils dépensent 2,3 milliards pour financer des remises sur des véhicules électriques fabriqués à l'étranger. Sans la demande des consommateurs, sans ACUM à l'horizon, c'est pas étonnant que les fabricants s'en aillent. Pourquoi les travailleurs de l'automobile payent-ils les prix des politiques automobiles ratées des libéraux? Le secrétaire parlementaire, le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que les droits de douane affectent l'industrie dans le monde entier, mais nous avons aussi une bonne usine à Alliston, 44 100 travailleurs qui viennent de produire le CR-V et la Civic de chez Honda. Il faut être là pour le secteur. Nous investissons dans nos travailleurs de l'automobile pour assurer un avenir durable et nous attirons de nouveaux investissements. Le député de New-Tecumseh, Gwillimbury. Ils ne peuvent pas mettre leur propre échec sur le compte des fluctuations du marché. Le gouvernement libéral nous a répété pendant des années que l'avenir, c'était les véhicules électriques, mais on ne savait pas que c'était les véhicules électriques chinois dont il parlait. Le gouvernement devrait rendre les voitures moins chères, des voitures construites par des Canadiens. Au lieu de cela, les politiques libérales détruisent les emplois et les investissements. Elles subventionnent des véhicules fabriqués à l'étranger, comme les véhicules qui vont être importés de Chine. Les libéraux vont-ils admettre qu'ils préfèrent les constructeurs chinois au détriment des travailleurs canadiens? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. L'association nous a dit lundi que la politique de remise était une bonne politique. Il se réjouissait de nos mesures. Pour ce qui est des véhicules électriques et des autres investissements, c'est qu'il y a de nouveaux investissements qui s'en viennent, notamment l'usine de Saint-Thomas et Nexstar, qui va produire 1000 batteries. Il y a aussi Cambridge, Oshawa, Oakville,
des investissements à St. Catharines, les investissements dans le secteur, grâce à l'aide de notre gouvernement, parce que nous faisons confiance à l'industrie. C'est un secteur d'un bout à l'autre du pays, concentré surtout dans le sud de l'Ontario. Le député de Newt-Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, le Premier ministre est en train de brader le secteur automobile canadien et il mise sur les véhicules électriques. Moi, je veux savoir s'il va peut-être en conduire une dans son cortège de Premier ministre. Les experts en cybersécurité ont dit que ces véhicules étaient des fourgons d'espionnage roulants, équipés de micros, de caméras et d'autres choses. Mais le gouvernement en accepte quand même 41 000, alors que nos propres constructeurs en arrachent. Pourquoi le Premier ministre compromet notre sécurité nationale et notre industrie automobile pour se rapprocher de Pékin? Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique. Je respecte l'honorable député, mais je suis surpris que l'opposition continue de rabaisser les travailleurs du secteur de l'automobile en pleine guerre tarifaire. Nous avons investi 1,5 milliard de dollars pour appuyer le secteur de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et de l'automobile. Je peux vous dire ce que les exportateurs nous disent ou les experts nous disent, que c'est très important pour aider le secteur à traverser cette période d'incertitude économique. Les producteurs de l'acier disent que c'est essentiel pour aider le secteur, pour assurer sa compétitivité à long terme, pour l'aider à traverser cette guerre commerciale. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, qui dit libéral dit dépassement de coûts. On avait déjà Curam, qui coûte maintenant 7 milliards de dollars après un autre dépassement de coûts dans la mise à jour économique. Il y a eu Arrivcan Phoenix et maintenant, on a Prescribit. Ça, c'est un logiciel conçu par le fédéral pour s'ingérer en santé et prescrire des médicaments. Ça a coûté 300 millions, presque 8 fois plus cher que prévu. Et ce 300 millions, c'est absolument pour rien parce que personne n'utilise ce logiciel-là, puis les libéraux tirent la plug. Monsieur le Président, pourquoi encore une fois notre argent part en fumée? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais mettre les choses au clair pour mon collègue. D'abord, la première bonne nouvelle, je vous dirais, c'est que c'est vrai que le programme de Prescribe Haïti n'a pas fonctionné dans le pays, mais par contre, le Québec, ça a bien fonctionné au Québec. Première chose. Ce que vous devez savoir, c'est que ce programme a été mis en place Bien, par l'entremise du président, s'il vous plaît. Par l'entremise du président. Et quand je suis arrivée, le nouveau gouvernement est arrivé, nous avons regardé les programmes et nous avons vu que le programme ne fonctionnait pas. Et nous avons décidé d'y mettre fin. Alors, voilà comment on utilise bien l'argent des taxes des payeurs. Merci. L'honorable député de Rimouski-la-Matapédia. Monsieur le Président, les libéraux abusent encore de leur majorité trafiquée à coups de transfuge. Cette fois, ils bâillonnent l'opposition sur Prescribit. Ça, c'est un logiciel conçu pour s'ingérer en santé et prescrire des médicaments. Après 300 millions de dollars de gaspillage, les libéraux l'abandonnent parce que personne ne l'utilise. Hier, en comité, j'ai déposé une motion demandant à la ministre de la Santé de venir expliquer ce fiasco. Les libéraux ont abusé de leur majorité pour nous empêcher de passer au vote. Est-ce que la ministre va venir s'expliquer au comité et dénoncer la censure? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, depuis que je suis ministre de la Santé du nouveau gouvernement, je crois que j'ai déjà comparu 5 fois au comité de la santé. Donc, je n'ai pas de problème à aller m'asseoir avec mes homologues. Merci. Honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrak. Monsieur le Président, souvenons-nous, l'année dernière, le banquier de réputation internationale s'est présenté comme premier ministre en disant qu'il allait respecter le porte-monnaie des contribuables. Mais, Monsieur le Président, un an plus tard, voici le bilan. Le coût de la vie est très élevé. Le prix de l'inflation alimentaire, c'est la pire inflation qu'il n'y a pas à travers les pays du G7. Il y a plus de taxes, plus de dettes et plus d'argent mis sur la carte de crédit. Bref, finalement, ce grand banquier n'est rien d'autre qu'un libéral dépensier. Quand le premier ministre va-t-il se rendre compte que c'est pas en dépensant de l'argent sur la carte de crédit qu'on va enrichir les Canadiens?
Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Souvenons-nous, l'année dernière, que son chef avait présenté un cadre budgétaire, Monsieur le Président, qui contenait plus de 17 photos de lui-même, aucun chiffre qui ont été soutenus par les économistes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les Canadiens ont fait le choix judicieux de rejeter l'offre conservatrice, choisir l'offre sérieuse de ce premier ministre et de ce gouvernement qui mène à quoi, Monsieur le Président? Meilleure position fiscale des pays du G7, deuxième croissance la plus forte des pays du G7 et de loin par rapport au troisième et quatrième, Monsieur le Président, des baisses d'impôts pour la classe moyenne, du soutien pour ceux qui en ont besoin et une économie forte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo. De député de Louis Saint-Laurent à Kiawenrak. Rappelons-nous, Monsieur le Président, qu'il y a un an, eux autres, ils prévoyaient un déficit de 31 milliards et un an plus tard, c'est 2 fois plus que ça, 65 milliards de dollars. C'est ça la réalité après un an de gouvernance libérale. Mais pire que ça, Monsieur le Président, la perspective qu'on a d'ici 2031, et ça, c'est l'énoncé UNODIC qui le dit, c'est 1000 milliards de plus sur la dette. 1000 milliards de plus. Et d'autant plus que les augmentations de dépenses sont plus fortes et mais aussi que les déficits vont augmenter. Monsieur le Président, à nouveau, est-ce que les libéraux sont conscients qu'en dépensant de l'argent qu'on n'a pas, c'est une facture qu'on envoie à nos enfants puis à nos arrière-petits-enfants qui vont payer pour leur gestion irresponsable? Honorable ministre. Monsieur le Président, ce qui est irresponsable, ce serait, comme le suggère mon collègue, de priver 27 000 personnes dans son comté du régime canadien de soins dentaires, 12 000 familles avec à peu près 80 millions qui descendent dans Louis-Saint-Laurent à Kiawenrak. Ça, ce serait irresponsable, Monsieur le Président. Ce qui serait irresponsable, c'est alors qu'il y a des perturbations qui traversent le monde, Monsieur le Président, et l'économie, de ne pas bâtir, d'investir pour bâtir les infrastructures, pour augmenter la compétitivité du Canada, comme on le fait au port de Québec, Monsieur le Président, comme on le fait avec Contrecœur, comme on le fait avec Nouveau Monde Graphite, Monsieur le Président, pour avoir une économie qui est résiliente, qui est forte, qui offre des opportunités pour nos jeunes, pour les générations à venir. Merci beaucoup. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. En 2024, l'Angleterre s'est dotée d'un nouveau fonds qu'elle a explicitement refusé d'appeler un fonds souverain parce qu'il était financé par de la dette, exactement comme le fonds qui a été annoncé par les libéraux la semaine dernière. Le premier ministre devrait être au courant. Il était conseiller de l'Angleterre pendant le processus. Donc, les libéraux utilisent un terme qui a fait ses preuves, qui marche, qui est même attirant, mais ils n'utilisent pas la formule qui en a fait son succès. Pourquoi le premier ministre et son ministre des Finances vendent du rêve et continuent d'endetter notre pays? Ils prennent-ils les Québécois pour des valises? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Alors que nous bâtissons un Canada fort, alors que nous bâtissons de grands projets, nous voulons évidemment offrir aux Canadiens, l'ensemble des Canadiens, la possibilité de participer dans cette œuvre, de participer dans ces ouvrages qui vont créer de la richesse, qui vont mettre à l'emploi nos hommes et nos femmes, surtout des métiers spécialisés. Et oui, offrir une participation accrue à l'ensemble du pays dans la prospérité que nous entendons créer ici au Canada, Monsieur le Président. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Le président, les familles de Montmorency-Charlevoix, ils s'endettent pour manger. Pendant ce temps-là, les libéraux, qui sont fidèles à leurs habitudes, ils créent un fonds qui commence dans le trou de 25 milliards de dollars. Un vrai fonds souverain, ça se crée avec de la richesse, avec l'utilisation de nos ressources qu'on va vendre à l'international. La Norvège, l'Arabie saoudite, Singapour, c'est des bons exemples qu'on devrait s'inspirer. Ils ne se sont pas financés sur de la dette. Le premier ministre emprunte pour dépenser, pendant que les Québécois empruntent pour manger. Comment est-ce que les libéraux peuvent regarder les familles dans les yeux et leur dire qu'ils font de la gestion saine et efficace des finances publiques? Leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, à l'instar d'autres programmes, le Fonds pour la croissance du Canada, la participation autochtone dans nos projets, la Banque de l'infrastructure du Canada, nous voulons nous donner les outils, justement, d'une progression, d'une construction, de l'édification d'une nouvelle économie ici au Canada qui offre des possibilités d'emploi, mais aussi des possibilités de créer de la richesse ici au Canada pour les Canadiens. Et c'est ça qu'on fait avec le Fonds souverain pour le Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, la carte de crédit nationale est loadée comme jamais avec une facture de 1 billion de dollars laissée à nos enfants et petits-enfants. C'est 1 000 milliards de dollars de plus en 10 ans sur le dos des générations futures. Monsieur le Président, aujourd'hui, les familles payent le prix des défis structurels libéraux avec des taxes plus élevées, une inflation plus élevée, des coûts d'intérêt encore plus élevés et des prix plus élevés sur tous les produits. Quand ce premier ministre libéral va-t-il mettre fin au budget carte de crédit pour que les familles canadiennes puissent joindre les deux bouts?
Bravo, bonne question. L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, merci pour la question. C'est pas vrai. Nous continuons de bâtir l'économie forte du Canada avec les ententes commerciaux partout dans le monde. Par exemple, avec l'Indonésie l'année dernière, avec tous les pays dans l'Indo-Pacifique, avec par exemple l'ASEAN 2026. On va continuer de bâtir l'économie avec plusieurs ententes comme ça. Et je voudrais demander pourquoi les conservateurs ne votaient pas avec nous pour les appuis pour la population. L'honorable, the honorable member. Le député de Pickering, Brooklyn. Monsieur le Président, les aînés de notre pays sont précisément ceux qui ont bâti les collectivités dans lesquelles nous vivons, qui ont élevé des familles, renforcé notre économie et façonné le Canada dont nous sommes fiers. Ils méritent désormais de vieillir dans la dignité, la sécurité et la tranquillité d'esprit. À Pickering, Brooklyn, nos aînés s'inquiètent du coût de la vie et veulent s'assurer de recevoir les prestations dont ils dépendent. Le secrétaire d'État peut-il informer les Canadiens des mesures prises par notre gouvernement pour soutenir les aînés et les protéger contre la vulnérabilité financière? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, je remercie l'honorable député de Pickering, Brooklyn, pour son engagement dans sa communauté. Je la remercie de reconnaître les contributions des aînés. Le nouveau gouvernement du Canada s'engage. From the top, no. Once it quiets down, the member may continue. No. Okay. On attend le silence avant de laisser le secrétaire d'État poursuivre. C'est assez. Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, c'est difficile de garder le fil. Mais je tiens à remercier la députée de Pickering, Brooklyn, pour le bon travail qu'elle fait et je la remercie aussi de reconnaître les contributions de nos aînés. Nous veillons à ce que les aînés puissent vieillir dans la dignité. Il sera plus facile pour les aînés d'avoir accès aux prestations auxquelles ils ont droit. Merci, Monsieur le Président. Le député de Saint-Albert, Sturgeon River. Les libéraux ont refusé de faire toute la lumière sur les 200 millions de dollars provenant des contribuables qu'ils ont versés à une société de 6 personnes composée d'initiés libéraux pour louer un soi-disant port spatial qui consiste en un stationnement de gravier. 200 millions de dollars à une société qui ne possède même pas le terrain, qui loue le terrain de la province de la Nouvelle-Écosse pour seulement 20 000 dollars par année. Si les contribuables ne se font pas escroquer, alors pourquoi les libéraux ne divulguent-ils pas tous les documents relatifs à ce bail louche? L'honorable ministre de la Défense. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous établissons une capacité de lancement spatial. Cela nous permettra d'avoir des investissements, ça va permettre d'avoir de bons emplois, ça va améliorer notre souveraineté, ça va réduire notre dépendance à l'égard des États-Unis, ça va soutenir un espace de lancement qui pourrait valoir 40 milliards de dollars. Les pays européens veulent travailler avec nous. C'est ça en quoi nous investissons. Je ne sais pas ce qu'ils font, eux, de l'autre côté. Le député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, ce n'est pas tout. Les états financiers de l'entreprise pour 2025 font état d'une perte globale de plus de 47 millions de dollars et d'un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 dollars. En d'autres termes, l'entreprise était au bord de la faillite jusqu'à ce que les libéraux viennent à son secours et lui remettent 200 millions de dollars provenant des contribuables pour louer un terrain qui appartient déjà à ces mêmes contribuables. La raison pour laquelle les libéraux refusent de divulguer les documents n'est-elle pas que tout cela n'est qu'une vaste escroquerie grâce à laquelle des initiés libéraux s'enrichissent? L'honorable ministre de la Justice, Monsieur le Président, les conservateurs s'opposent aux emplois en Nouvelle-Écosse. C'est incroyable. Nous avons l'occasion d'établir une nouvelle industrie.
Les installations dont il parle ont fait l'objet de 2 essais. Nous faisons une percée dans une nouvelle industrie. Nous créons de bons emplois dans une industrie moderne pour avoir de bons emplois pour mes amis, mes voisins et mes concitoyens. Si les conservateurs continuent à s'opposer aux emplois dans ma province, ils continueront d'avoir aucun siège dans la province. Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, les libéraux ont accordé 300 millions de dollars à InfoRoute Santé du Canada pour Prescribe IT, un programme qui devait remplacer les télécopieurs pour les ordonnances. Moins de 5 des ordonnances ont transité par ce programme et Prescribe IT est aujourd'hui discrètement mis hors service sans avoir donné de résultats. Les Canadiens ne savent toujours pas où est passé leur argent. Hier, au Comité de la santé, le président d'InfoRoute a révélé que la ministre n'avait jamais soulevé de préoccupation au sujet de Prescribe IT. Pourquoi la ministre libérale a-t-elle laissé 300 millions de dollars partir en fumée sans dire un seul mot? De la santé. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais le répéter encore. Le programme de prescription a été lancé en 2017 par le précédent gouvernement à la suite de consultations avec les provinces et les territoires. Lorsque nous sommes arrivés l'an passé, nous avons évalué le programme et nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup de take-up. Donc, nous avons décidé de fermer le programme. Alors, c'est la réalité. Nous sauvons l'argent des Canadiens. Le député de Similkameen South Okanagan-West Kootenay. Les Canadiens ont besoin de réponses sur la manière dont les libéraux ont gaspillé 300 millions de dollars dans leur programme Prescribe IT. C'est de l'argent qui aurait pu être consacré à d'autres besoins en matière de santé. La semaine dernière, les libéraux ont décidé de couper les caméras au Comité de la santé, scellant ici les procès-verbaux de cette réunion pour 30 ans. Hier, les libéraux ont de nouveau suspendu les travaux du Comité de la santé pour empêcher la ministre de témoigner. Pourquoi le gouvernement libéral cache-t-il aux Canadiens l'échec de Prescribe IT qui a coûté 300 millions de dollars? Santé. Merci, Monsieur le Président. Je vais encore répéter à ma collègue que c'est un programme qui avait été mis en place depuis 2017 avec la participation des provinces et des territoires. Effectivement, c'est un programme qui n'a pas marché comme nous le souhaitions. Donc, quand je suis arrivée l'an passé, nous avons évalué les programmes et nous avons vu qu'il n'y avait pas de prise sur ce programme, donc nous avons décidé d'y mettre fin pour protéger l'argent des Canadiens. Merci. Le député de Kitchener-Sud, Espeller. Monsieur le Président, les libéraux ont accordé 300 millions de dollars à InfoRoute Santé du Canada pour mettre en place Prescribe IT. La ministre reconnaît maintenant que c'était un échec, mais voici le problème. Le conseil d'administration a licencié le PDG après qu'on ait soulevé cet échec en comité. Combien d'argent la ministre de la Santé prévoit-elle encore de donner à cette organisation cette année? On veut un montant d'argent seulement. Merci. La ministre de la Santé. Monsieur le Président, première chose que je vais dire aux collègues, oui, il a raison, c'était inacceptable le comportement du CEO de InfoWay. D'ailleurs, j'ai parlé au conseil d'administration qui a pris les mesures nécessaires. Et maintenant, nous travaillons sur la gouvernance de l'organisation. Par contre, cette année, InfoWay va recevoir 50 millions de dollars. Et cet argent, vous le savez, c'est dans les comptes publics du ministère de la Santé. Donc, vous avez accès à ces chiffres. Merci. Oui, encore une fois, par l'entremise de la présidente, s'il vous plaît. Le député de Richmond Centre, Marpole. Monsieur le Président, les Canadiens ont assisté la semaine dernière à une prestation mal mise en scène et improvisée du premier ministre qui répondait à une question simple sur les droits de propriété privée posée par un autre député libéral. Il ne pouvait même pas faire semblant de s'en soucier. Le fait est que ce gouvernement libéral a publié une directive en matière de litige enjoignant aux avocats fédéraux d'éviter de défendre les arguments en faveur des droits de propriété privée. Cette directive est toujours affichée sur le site Web de ce gouvernement libéral aujourd'hui. Cette directive fait-elle toujours partie de la politique du gouvernement? Et si oui, le premier ministre va-t-il la retirer, oui ou non? L'honorable ministre des Affaires couronne autochtone. Merci, Monsieur le Président. Préserver la certitude des propriétés privées est important et c'est pourquoi nous avons examiné tous les arguments juridiques.
Nous ne sommes pas d'accord avec la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et c'est pourquoi nous avons interjeté appel en septembre. Nous nous engageons à assurer la stabilité, la certitude et la confiance pour les Canadiens qui détiennent des propriétés. Nous allons continuer d'examiner cette question dans les tribunaux et non pas ici à la Chambre des communes. Le député de Skinnamalkie Valley. Le gouvernement libéral s'est prononcé dans le cas Cowichan. Le juge a décidé que la mesure était invalide. Le Canada doit obtenir la réconciliation, mais ces décisions vont dans la mauvaise direction. Les Canadiens doivent avoir la certitude que leurs droits sont leurs. Avec d'autres cas qui s'en viennent, pourquoi ce premier ministre libéral ne défend-il pas les droits de propriété? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, comme mon collègue le sait, ce gouvernement croit aux droits de propriété privée. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ça ne devrait pas nuire à la réconciliation. Nous demandons un examen de ce cas depuis 2017. Nous avons soutenu la demande pour pouvoir faire avancer ces arguments. Monsieur le Président, nous avons présenté des arguments et nous allons défendre les droits de propriété privée et nous allons aussi travailler à la conciliation. On peut faire les deux en même temps. Le député de Cowichan, Malahat Langford. La décision relative aux terres de Cowichan et l'accord secret entre les libéraux et les Musqueam qui a ignoré le processus de traité ont entraîné une incertitude économique, une baisse de la valeur des propriétés et une division inquiétante à travers la Colombie-Britannique. Nous avons besoin de vérité et de réconciliation. Le premier ministre n'y arrive pas dans les deux cas. Il lie maintenant les mains des avocats devant la Cour suprême. Le premier ministre expliquera-t-il comment il compte protéger les droits de propriété privée tout en mettant réellement en œuvre la vérité et la réconciliation? L'honorable ministre, il ne faut pas oublier que l'entente n'a pas d'effet sur les droits de propriété privée. On reconnaît les droits ancestraux dans certains domaines comme les pêches et la gestion des urgences maritimes. On établit aussi un cadre clair pour la collaboration entre la Première Nation et le Canada. Ces ententes respectent les droits des Autochtones et établissent comment le Canada et la Première Nation devraient échanger pour pouvoir atteindre les meilleurs résultats pour tous. J'encourage le député à lire l'entente. Le député de Chilliwack-Hope. Les Britanno-Colombiens ont acheté leur maison, remboursé leur hypothèque et respecté la loi. Mais en raison de l'affaire Cowichan, ils font maintenant face à de l'incertitude à savoir si leur propriété privée sera protégée. Et au lieu de plaider en faveur, le gouvernement a demandé aux avocats de ne pas défendre ses droits avec la directive numéro 14, une directive qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Comment les Britanno-Colombiens peuvent-ils croire que ce premier ministre libéral va défendre leurs droits de propriété privée alors que les directives du gouvernement disent aux avocats de baisser les bras? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, soyons clairs quant aux faits. Le premier ministre a dit clairement que nous allons protéger les droits de propriété privée. Nous avons interjeté appel de la décision. Soyons clairs. Il sème la peur de l'autre côté et cela cause de l'incertitude en Colombie-Britannique. Les faits sont clairs. Nous défendons les droits de propriété privée. L'opposition tente de semer la peur et l'incertitude. Député de Madawaska-Restigouche. Monsieur le Président, l'ACFAS contribue depuis plus de 100 ans à l'avancement et la promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture scientifique en français. Son congrès annuel, la semaine prochaine, réunira plus de 260 colloques à Trois-Rivières, mettant en valeur la diversité des sciences en français au sein du plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie. Est-ce que le ministre peut nous informer du travail de notre gouvernement pour appuyer la création et la diffusion d'informations scientifiques en français? Merci. Ministre de l'Identité et de la culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député de Madawaska-Restigouche pour son excellente question, son excellent travail. Je partage son appréciation pour l'ACFAS qui accomplit un travail essentiel
la promotion des sciences et de la recherche en français. Une priorité absolue pour notre gouvernement. De un, nous avons annoncé en avril 1 million de dollars justement pour faire plus de recherche en français. Et deuxièmement, nous examinons actuellement les recommandations du Conseil consultatif de la recherche en français dans le cadre du plan d'action sur les langues officielles et nous publierons le rapport sous peu. Nous sommes fiers du travail accompli par nos chercheurs francophones, Monsieur le Président. Le député de Foothills, les éleveurs canadiens attendent d'un gouvernement qui les défende à la table de négociation et non qui les laisse continuellement pour compte. Les libéraux ont déjà échoué à défendre les éleveurs dans les différents commerciaux. Les exportations de bœuf canadien vers l'Europe et le Royaume-Uni sont tombées à zéro l'année dernière. Ils poursuivent sans relâche les négociations, malgré le risque que cela pourrait représenter pour les bovins, les porcs et la volaille. Les pays du Mercosur ne respectent pas les normes canadiennes en matière de traçabilité, de sécurité alimentaire et de lutte contre les maladies. Les libéraux veilleront-ils à garantir la sécurité alimentaire, la salubrité des aliments et la pérennité de notre industrie de l'élevage avant de conclure un accord? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Nous négocions pour créer plus de possibilités pour les Canadiens, pour créer plus d'emplois pour nos agriculteurs et nos industries. Monsieur le Président, nous devons aussi conclure une entente avec Mercosur, le 5e bloc commercial au monde. On parle de beaucoup d'argent, mais Monsieur le Président, on travaille avec les agriculteurs, on travaille avec les industries, on travaille avec les intervenants. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'Association des éleveurs et nous travaillons pour avoir de bons emplois bien rémunérés pour tous les Canadiens. Le député de Bruce Grey Owen Sound. Monsieur le Président, les éleveurs de bovins de mon comté ont fait part de leur inquiétude concernant les négociations en cours avec le Mercosur. Cela ne nuira pas seulement aux agriculteurs, cela affaiblira les communautés rurales. En Ontario, où la plupart du bœuf importé entre sur le marché, l'impact sur les agriculteurs locaux serait grave. Les producteurs de bœuf canadiens attendent de pouvoir accéder à davantage de marchés à travers le monde. Le gouvernement libéral ne devrait-il pas donner la priorité à l'accès au marché d'exportation à l'étranger plutôt que de mettre en péril l'industrie bovine canadienne chez nous? Le secrétaire parlementaire. C'est ce que nous faisons. Nous vivons avec beaucoup d'incertitudes et on veut créer plus d'occasions pour les entreprises canadiennes, y compris nos agriculteurs. Ils devraient pouvoir exporter partout dans le monde. Les agriculteurs sont enthousiastes par rapport aux occasions que nous créons pour eux en Inde, en Chine et ailleurs. Monsieur le Président, nous travaillons en étroite collaboration avec nos agriculteurs, nous travaillons avec nos industries, nous écoutons leur point de vue et nos négociations tiendront compte des besoins des Canadiens afin que nous puissions créer de bons emplois pour tous les Canadiens. Le député de Souris Moose Mountain. Monsieur le Président, les éleveurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde. Ils ont travaillé fort pendant des générations, ils ont des normes sévères et ils ont aussi des normes de traçabilité rigoureuses. Maintenant, les libéraux veulent conclure une entente avec les pays du Mercosur, ce qui pourrait nuire à notre industrie. Pourquoi les libéraux veulent-ils sacrifier nos éleveurs et miner notre industrie alimentaire canadienne? Le ministre peut-il s'engager à protéger les éleveurs et à exempter l'agriculture de toute entente avec les pays du Mercosur? L'honorable ministre, Monsieur le Président, nous avons des occasions commerciales pour les Canadiens et les agriculteurs. Voyons la Chine, le Mexique, par exemple. Nous continuons de défendre les agriculteurs canadiens en même temps. Nous concluons des ententes commerciales et nous faisons des investissements au Canada et partout dans le monde. Nous négocions et nous avons conclu plus de 20 ententes commerciales depuis 6 mois. On parle de 6 continents. Monsieur le Président, ce qui serait bien pour les Canadiens, ce serait que l'opposition reconnaisse que nous défendons l'industrie canadienne. Le député de Acadie-Annapolis. Ma circonscription est fière d'abriter la plus grande pêcherie de homard au Canada, qui crée des milliers d'emplois bien rémunérés dans toute la région. Nos pêcheurs ont besoin de ports pour petits bateaux sûrs et sécurisés afin de garantir que leurs produits de classe mondiale puissent être acheminés vers les marchés. La ministre des Pêches peut-elle m'indiquer en quoi la mise à jour économique aidera nos pêcheurs de fruits de mer? L'honorable ministre des Pêches. J'aimerais remercier mon collègue de son excellente question.
Les ports pour petits bateaux sont essentiels à la vigueur des pêcheries et à la prospérité des communautés côtières. C'est pourquoi la mise à jour économique prévoit près d'1 milliard de dollars de nouveaux fonds pour les ports pour petits bateaux. Cela permettra d'assurer l'entretien de nos ports. Bon, il y a comme 2 périodes de questions en même temps. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Je vois le fil d'arrivée. OK. Deuxième prise. L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Je vais lui donner un peu plus de temps compte tenu du brouhaha. Monsieur le Président, cela permettra d'assurer l'entretien de nos ports. Nous travaillons pour nos communautés côtières. La députée de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, le premier ministre dit qu'il a repris le contrôle du système d'immigration, mais c'est difficile à croire. Au cours de la dernière année, on a laissé entrer des milliers de nouveaux travailleurs étrangers temporaires alors que des Canadiens ne peuvent pas trouver d'emploi. Ils ne savent pas quels visas sont expirés et maintenant, ils donnent des visas aux terroristes. Et à chaque fois que la ministre prend la parole, elle trouve un moyen d'empirer la situation. Quand le ministre lui montrera-t-il la porte? Le secrétaire parlementaire. Les attaques personnelles en disent long. De ce côté-ci, on travaille pour les Canadiens. On met en place une plateforme que nous mettons en œuvre. Il y a eu une baisse du nombre de résidents temporaires, il y a une baisse du nombre de demandeurs d'asile et nous tentons d'améliorer le système pour les étudiants. Il y a eu une baisse de 70 du nombre de permis d'étudiants et nous avons un système d'entrée et de sortie renforcé grâce à la SFC. La liste est longue, Monsieur le Président. Nous continuons d'être sérieux. Eux continuent de jouer des jeux. Le député de Vancouver-Kingsway. Des experts juridiques viennent de confirmer ce que nous disons depuis des mois. La loi albertaine sur la santé enfreint la loi canadienne sur la santé. Le système à 2 vitesses de Daniel Smith permet aux patients fortunés de payer pour passer devant tout le monde, tandis que les autres doivent attendre. Cela va à l'encontre d'un principe fondamental des soins de santé publique. L'accès doit être fondé sur les besoins et non sur la capacité de payer. Il incombe au gouvernement fédéral de faire respecter cette valeur, mais les libéraux ont refusé de le faire. Pourquoi le premier ministre reste-t-il les bras croisés alors que les conservateurs démantèlent le système de santé publique? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est une vraie nouvelle parce que jusqu'à présent, moi, j'ai parlé à la ministre de la Santé de l'Alberta la semaine passée et jusqu'à présent, les régulations ne sont pas encore mises en place et nos 2 départements travaillent ensemble. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire que l'Alberta sort de la loi canadienne sur la santé et je peux vous confirmer que la ministre de l'Alberta de la Santé m'a autorisé à dire qu'elle voulait rester à l'intérieur du cadre de la loi canadienne sur la santé. Merci. Alors, ça met fin à la période des questions.